perd des talents. C'est-à-dire que ces gamins, ils ont une intelligence comme les autres et il n'y a pas de raison qu'ils ne réussissent pas. Et on apporte aussi une culture d'entreprise qu'on partage avec eux. Donc, ils sont aussi nos collègues, nos futurs collègues. Les ambassadeurs techniciens, ils nous aident beaucoup à aller rencontrer les jeunes, à parler de leur métier et à dire aux jeunes, mais moi aussi, à ton âge, je ne savais pas ce que je voulais faire. Parfois, à l'école, ça se passait moyen. Et en fait, tu vois, je suis rentrée technicien, puis maintenant, je suis chef d'équipe, puis maintenant, je suis manager. Et l'entreprise aussi, elle peut proposer des parcours de formation et de progression super intéressants. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sauts de gens. Aujourd'hui, je reçois une femme qui fait bouger les lignes de l'apprentissage. Séverine Lemierre est présidente Île-de-France de la Fédération des directeurs de CFA et surtout, elle dirige le CFA d'Engie en plein cœur, vous allez le voir, des métiers de la transition énergétique. Elle connaît le terrain, les jeunes, les entreprises et elle milite aussi pour une formation concrète, moderne et connectée aux vrais enjeux de demain dont on va parler dans un instant. Alors apprentissage, métiers techniques, insertion, nouvelle génération, CFA d'entreprise. Avec elle, on va parler futur du travail, éducation de terrain et surtout, on va casser les clichés parce que c'est ce que vous faites depuis des années. En fait, Séverine, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci Philippine. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est ravis. Alors, vous avez un parcours riche entre communication, recrutement, enseignement, direction de CFA, j'en parlais. Quel fil rouge peut-être on peut établir entre chacune de vos expériences ces dernières années, ces dernières décennies, qui fil rouge vous a guidé à travers ce parcours et surtout à vous amener jusqu'au domaine de l'éducation? Parce qu'ils sont peu ceux qui se lancent dans le domaine de l'éducation après avoir eu un parcours comme le vôtre dans des domaines très différents. Et vous vous êtes dit, mais non, mais en fait, c'est mon truc. Alors oui, le fil rouge, c'est quand même les jeunes et puis l'éducation et la transmission. Ouais. Et puis le lien entre les jeunes et l'entreprise aussi. C'est quelque chose qui me semble essentiel dans l'apprentissage. Et effectivement, ça, c'est différent d'une formation plus initiale, même si le monde de la formation et de l'éducation, évidemment, a vocation à se rapprocher de l'entreprise. Mais l'apprentissage, c'est vraiment tout de suite. Le jeune, il est un peu en cours, un peu en entreprise, et il faut arriver à jongler avec les deux. Et ils ont besoin d'adultes quand même comme nous pour les accompagner parce que c'est pas toujours simple pour eux. Mais non, effectivement. Alors justement, qu'est-ce qui vous a, au-delà des jeunes, peut-être particulièrement attiré vers le monde de l'apprentissage? Eh bien, c'est ce lien avec l'entreprise, c'est la capacité à la volonté de les accompagner dans leurs premiers pas en entreprise, qui parfois sont pas très simples. Et puis aussi, c'est sympa de travailler avec les jeunes. C'est drôle, on passe des bons moments. Parfois, on a des moments plus compliqués, mais globalement, ça a un côté sympa. Moi, j'ai tendance à dire que ça nous empêche de vieillir. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, dans notre tête, ça nous aide à ça. Et donc, voilà, je trouve que c'est vivifiant. Ça nous remet en question aussi. C'est qu'il nous bouscule un peu. Donc, voilà, il faut être là, il faut répondre, il faut insister aussi un peu. Puis, non, c'est des moments très, très chouettes. On n'a pas toujours l'impression de travailler, en fait, quand on travaille avec les jeunes. C'est quand même un super luxe. Oui, c'est un super luxe. Quand on va au travail sans avoir l'impression de travailler. C'est un super luxe, tout à fait. Alors, vous avez aussi enseigné l'économie et le droit. Oui, alors c'est comme ça que j'ai commencé dans mon éducation. Ma formation initiale fait que, voilà, c'est des matières qu'on m'a dit, allez, tiens, t'as qu'à faire éco et droit, ça va leur plaire. En fait, ils détestaient ça. Donc, voilà, j'ai été obligée de les aider à trouver un intérêt à tout ça, mais c'est aussi une ouverture sur le monde. Et c'était à l'époque des jeunes de BTS, donc voilà. Et quand j'ai changé de fonction, il y en a un qui m'a dit, Madame, ne changez rien. Et j'ai trouvé, mais quel cadeau! Ils font des cadeaux super, les jeunes. C'est ça qui est chouette, c'est que voilà, ils m'ont dit, ne changez rien. Et puis j'avais aussi d'autres missions qui étaient de suivre leur dossier en entreprise, parce que un jeune qui prépare un BTS, il doit présenter à l'examen un dossier dans lequel il monte un projet, il soutient ce qu'il a fait en entreprise. Et ça aussi, ils ont besoin d'être un peu guidés là-dedans. Moi, ce que j'aimais aussi, c'était aller les voir en entreprise, parce qu'un jeune qui est super casse-pied en cours, on va le voir en entreprise et son tuteur nous dit « Mais il est génial, ce jeune, il bosse super bien. » Et on le voit d'une autre façon. Sympa. Et ça crée une autre relation aussi. Donc voilà, c'était des bons moments. Voilà. Quel regard, du coup, vous portez sur cette nouvelle génération, qui est parfois très décriée aussi dans les médias et par certains, et d'autres disent, mais au contraire, c'est une génération très engagée, qui ne cherche qu'à être comprise, qui cherche son sens aussi, donc parfois elle peut être un peu perdue, mais elle a besoin d'être accompagnée. On entend un peu tout et son contraire, on n'entend pas tellement les jeunes,
non plus parler d'eux-mêmes. Ouais. Mais vous qui êtes au contact quasiment quotidien, j'allais dire, depuis des années, quel regard vous portez sur eux? Alors, c'est typique des générations, c'est-à-dire qu'on dit tous: «Ah, les jeunes d'aujourd'hui, c'est plus comme avant, c'était mieux avant. Nous, quand on était jeunes», enfin, moi, même mon grand-père, il me disait que j'étais nulle en orthographe, voilà. Et puis, je pense que lui-même, ses grands-parents devaient trouver que, bon, et même Socrate a dit: «Les jeunes générations, c'est plus comme c'était, machin, ils respectent plus leur père». Bon, je pense que c'est un phénomène générationnel normal. Ouais. Et c'est bien qu'ils soient différents de nous aussi. À un moment, c'est le jeu des générations. Alors, on est souvent super exaspérés, y compris dans l'entreprise, hein, parfois. On se dit, mais comment ils peuvent se comporter comme ça? Et cette confrontation des générations, elle fait aussi que nous, on leur apporte des choses et qu'eux nous en apportent aussi. Donc, je pense que c'est un phénomène, en fait, hyper normal et que l'entreprise, il faut qu'elle s'adapte un peu, mais il faut aussi que les jeunes comprennent que l'entreprise attend d'eux un certain nombre de choses et que bon, hein, les gars. Donc, il y a quelques règles à respecter. C'est ça. Mais j'ai une équipe à Engie avec des juniors qui ont 25 ans et elles sont super engagées. Et elles ne sont pas du tout... je ne retrouve pas chez elles les travers qu'on reproche habituellement. Elles ont leur âge, elles ont une vie de leur âge, mais elles sont aussi super engagées. C'est des bosseuses. Et voilà, ce n'est pas qu'une question de génération. Non, non. Voilà. La direction d'un CFA dans la coiffure. Oui. À la création du CFA d'Engie, là aussi, 2 secteurs complètement différents. Est-ce que c'est la même manière de collaborer avec les jeunes, de les former au métier de demain? Qu'est-ce que cette première expérience, en tout cas dans un CFA, vous a appris sur votre métier d'aujourd'hui? Alors, en fait, c'est évidemment qu'entre la coiffure et l'esthétique et les techniciens de maintenance, ce n'est pas les mêmes métiers. Il y a un monde. Ouais. Et pourtant, on a des similitudes, c'est-à-dire qu'on est sur des, j'aime pas ce mot, hein, mais bas niveau de qualification ou premier niveau de qualification. Hein, on est plutôt sur bac pro. En coiffure, en esthétique, on était sur du CAP jusqu'au BTS. Donc, on est sur les premiers niveaux de qualification. On est aussi sur des métiers en tension, c'est-à-dire des métiers pour lesquels on a du mal à trouver des jeunes. Et donc, vraiment, on a besoin de faire beaucoup d'efforts, d'attractivité, de communication pour dire ces métiers-là sont très utiles. On s'en est un peu rendu compte pendant les confinements, hein, quand même, que les coiffeurs et les esthéticiennes en avaient un tout petit peu besoin et que les techniciens de maintenance qui viennent remettre en route une chaudière, voilà, on est bien content aussi de les trouver. Et donc, des métiers qu'on appelle, entre guillemets, essentiels. Voilà, il y a quand même des points communs. Donc, voilà. Et puis, des métiers aussi... qui ont du sens. Alors, pas le même sens, évidemment. Hein. Et aujourd'hui, les métiers de la transition énergétique tels qu'on les valorise chez Engie, on sait que ce sont des métiers dont on va avoir besoin demain et après-demain et de plus en plus. Donc, et pourtant, ce sont des métiers pour lesquels on a du mal à trouver des candidats. Mais c'est ça, secteur en tension, l'apprentissage aussi qui est souvent présenté comme une voie d'excellence, mais encore sous-valorisée et parfois critiquée aussi. Qu'est-ce qui freine encore aujourd'hui, selon vous, je vais dire sa reconnaissance, mais oui, je pense que c'est le mot. Ah, il y a eu des progrès quand même. Il y a eu des progrès. Ouais, il y a eu des progrès. C'est vrai. Oui, bon, oui, alors oui. on tient le bon bout. Voilà, on tient le bon bout. Okay. La réforme de 2018 a quand même bien changé l'image de l'apprentissage, a valorisé les formations en apprentissage, a permis de découvrir qu'on peut faire une formation en apprentissage depuis le CAP jusqu'au master, ce que les gens n'avaient pas forcément dans la tête. Tout à fait. Donc ça, c'est bien. Ça a permis aussi à des jeunes qui n'avaient pas forcément les moyens de poursuivre des études longues, d'accéder à l'enseignement supérieur long. Ouais. On n'est pas arrivé à assez développer l'apprentissage dans les métiers des premiers niveaux de qualification. Voilà. On n'a pas forcément augmenté très, très largement le niveau d'alternants et d'apprentis en CAP, en bac pro et même en BTS sur les métiers les plus en tension. Voilà. Ça, c'est encore... L'effort, il est encore à porter là. Et l'effort, il est aussi à porter sur les publics les plus éloignés de l'emploi. Il y avait un super dispositif et qui a été tué l'année dernière faute de financement, qui était les prépas apprentissage, et je ne m'en remets pas parce que c'était un moyen pour des tas de jeunes qui n'avaient pas la maturité nécessaire pour intégrer un contrat d'apprentissage et qui avaient besoin de cette espèce de sas pour pouvoir commencer un contrat d'apprentissage avec une remise à niveau, avec des savoir-être qu'il faut travailler un peu. Enfin, il y avait un vrai boulot que les CFA faisaient. Ils faisaient très volontiers, et les CFA d'entreprise en particulier. Et puis là, plus de sous, et c'est quand même dommage.
Et ça, on le regrette infiniment. Oui, j'imagine que vous en avez parlé aussi autour de vous en tant que Bah présidente oui. Île-de-France de la Fédération des directeurs de CFA. Et malgré tout, c'est pas prêt de On l'a revenir sur beaucoup la dit, table. on nous avait promis que les financements seraient maintenus et voilà, et ils ne l'ont pas été. La politique a fait que. C'est ça. Ouais. Et bon, peut-être qu'un jour, il y aura d'autres circuits, d'autres institutions. Mais ça, c'est très dommage parce que quand même, le système éducatif fabrique beaucoup de décrocheurs et qu'on n'est pas bon là-dessus et qu'on laisse traîner des jeunes sur le côté du chemin. Donc, c'est économiquement pas intéressant. Évidemment, ça coûte très cher à la société. Et qu'en plus, on perd des talents. C'est-à-dire que ces gamins, ils ont une intelligence comme les autres et il n'y a pas de raison qu'ils ne réussissent pas. Alors, il leur manque des trucs, il leur manque des codes, ils sont parfois plus intéressés par des trucs qu'ils ne devraient pas, mais il n'empêche qu'ils ont une intelligence, ils ont une vivacité d'esprit et qu'il n'y a pas de raison que la société ne soit pas en mesure de les accompagner jusque vers des formations, qui peuvent être parfois des formations très longues, ou des formations plus directement opérationnelles qui vont leur permettre de s'insérer dans l'emploi. Bien sûr. Ça fait partie, je comprends, d'une des préoccupations du secteur, de la formation. Est-ce qu'il y en a d'autres aujourd'hui ? Les financements aussi, parce que on nous dit qu'il y a eu beaucoup d'argent dans l'apprentissage, parce qu'effectivement, on entend ça. Oui, mais quand même, un apprenti, ça coûte moins cher à former en argent public qu'un lycéen ou un collégien ou un étudiant, avec des taux d'insertion professionnelle qui sont meilleurs. Alors, j'aime pas trop qu'on oppose les voies de formation, parce que bien sûr qu'il y a des jeunes qui sont pas faits pour l'apprentissage, pour qui c'est compliqué de rentrer en même temps en entreprise et en cours. Moi, je dis que c'est plutôt les meilleurs qui font ça, en fait. Parce qu'il faut, dans un temps plus réduit, passer le même diplôme, les mêmes cours, avaler le même programme, dans un temps plus court, et en même temps s'adapter à l'entreprise, bosser, avoir moins de vacances. Bon, on gagne un peu de sous, c'est quand même l'avantage, mais quand même, c'est plus contraignant, finalement. Mais quand même, les moyens financiers mis d'un côté et de l'autre ne sont pas les mêmes. Et moi, je regretterais toujours qu'on ne fasse pas cette comparaison-là aussi sur le plan financier, parce qu'on finance moins largement un contrat d'apprentissage à niveau de formation équivalent qu'un lycéen, qu'un collégien. Oui, et ça, c'est dommage. Qu'on comprenne bien, peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, les avantages spécifiques, ou voire même les différences entre un CFA d'entreprise par rapport à un CFA traditionnel. Alors, il y a plein de formes de CFA différents. Il y a des CFA d'entreprise, il y a des CFA de branche professionnelle, il y a des CFA associatifs indépendants, il y en a qui sont rattachés aux chambres des métiers, il y en a qui sont rattachés aux chambres de commerce. Il y a tout un tas de CFA différents et qui proposent une offre de formation très, très large et des accompagnements très spécifiques aussi. Il y a des CFA qui... alors, tous accueillent les jeunes en situation de handicap, mais il y en a qui ont des capacités à accompagner vraiment très... Bon, il y a le CFA des Cafés Joyeux, qui est spécialisé. Vraiment, je vous invite à aller les rencontrer. Mais voilà, il y a aussi des CFA qui ont des accueils spécifiques pour les jeunes allophones, primo-arrivants, pour accompagner ces jeunes-là qui ont super envie de travailler aussi et qui sont contents d'être là et qu'on est content d'accueillir. Donc voilà, il y a plein de CFA. Alors, le CFA d'entreprise, en réalité, il n'est pas très différent des autres CFA, c'est-à-dire que, comme les autres, il propose des formations diplômantes, certifiantes, sur des diplômes éducation nationale ou des titres du ministère du Travail, par exemple. La petite différence, c'est que tous les jeunes du CFA, ils sont en cours, dans les mêmes classes ou dans les mêmes établissements, mais ils sont aussi tous dans la même entreprise. Et nous concernant, ils sont tous chez Engie ou dans une entité du groupe Engie. Voilà, c'est ça la différence, en fait. Et qu'on peut, du coup, leur apporter des choses un petit peu en plus que ce qu'on apporte... ce que peut apporter un CFA, entre guillemets, traditionnel. Alors, chez Engie, par exemple, on les forme, on utilise la réalité virtuelle pour les former à la sécurité, par exemple. Donc, on a créé des modules, ça, c'est le CFA Engie qui a fait. On a créé des modules de réalité virtuelle pour les former à la sécurité électrique, au travail en hauteur, en faux plafond, enfin voilà, il y a plein de trucs. Alors ils adorent, parce que bien sûr. C'est bien plus facile et bien plus drôle d'apprendre comme ça que d'ouvrir un bouquin ou de suivre le PowerPoint du prof. Ça, c'est certain. J'ai pas trop de doute là-dessus. Voilà. Donc on apporte ça et on apporte aussi une culture d'entreprise qu'on partage avec eux. Donc ils sont aussi nos collègues ou nos futurs collègues. Et on va avec eux visiter des sites, parce que chez Engie, il y a plein de sites à visiter. Alors, ce n'est pas ouvert au public, malheureusement, mais en tout cas, nos alternants, ils vont visiter des sites. Alors, par exemple,
On va visiter un barrage de la Société hydroélectrique du Midi, la CHEM, dans les vallées pyrénéennes. D'accord. On va visiter des réseaux de chaud et de froid. Donc, on va visiter le réseau de chaud de la ville de Paris ou le réseau de froid de la ville de Paris qui rafraîchit certains bâtiments publics, par exemple. Et puis, le réseau de chaud qui utilise la chaleur, ce qu'on appelle la chaleur fatale, des déchets, et qui permet de réchauffer des immeubles dans Paris. Tout ça, c'est quand même les systèmes de demain. Donc, on a énormément de très, très beaux sites industriels à visiter et les jeunes sont très contents qu'on les emmène. Et ils rencontrent, alors je fais un peu de pub pour la communothèque, c'est-à-dire les ambassadeurs techniciens chez Engie, c'est-à-dire ce sont des techniciens qui sont en poste et ils ont une petite casquette supplémentaire en plus de leur boulot de technicien. Leur travail, c'est d'être ambassadeurs de leur métier dans les lycées, les collèges, etc. Et alors, on les écoute et ils nous parlent de leur boulot et d'un seul coup, on a envie de devenir technicien. Passionnés. Ah ouais, vraiment. Et j'imagine aussi que c'est comme ça que vous inspirez aussi des jeunes à vous rejoindre, c'est ça. à exercer. Exactement. Les ambassadeurs techniciens, ils nous aident beaucoup à aller rencontrer les jeunes, à parler de leur métier. Et à dire aux jeunes, mais moi aussi, à ton âge, je ne savais pas ce que je voulais faire. Moi aussi, parfois, à l'école, ça se passait moyen. Et en fait, tu vois, je suis rentrée technicien, puis maintenant, je suis chef d'équipe, puis maintenant, je suis manager. Et l'entreprise aussi, elle peut proposer des parcours de formation et de progression super intéressants. Donc, les métiers techniques auxquels vous formez ces jeunes-là chez Engie, ils sont cruciaux. Ils sont en pleine mutation aussi, j'imagine. En quoi ils participent de manière concrète, parce qu'on comprend évidemment que c'est votre sujet aussi chez Engie depuis des années, et c'est même votre raison d'être, en quoi ces métiers-là, ils participent concrètement à la transition énergétique? Est-ce que c'est pour ça aussi que les jeunes viennent vous voir? Alors, ça fait partie de leur motivation, ça c'est sûr. Ils ont quand même conscience d'un certain nombre de choses et un certain nombre d'enjeux, et ils sont contents de participer à ça. Donc, quand on est technicien de maintenance, on sait faire fonctionner des chaudières, des réseaux pour que ça consomme le moins possible. On a un engagement vis-à-vis de nos clients aussi, de dire on va vous aider à consommer moins. Alors, c'est un drôle de paradoxe. On vend de l'électricité, puis on dit à nos clients, on va vous apprendre à consommer moins. Mais c'est la réalité parce qu'on a vraiment besoin de ça, en fait. Tous, j'allais dire collectivement, chez Engie et ailleurs. Donc, oui, ils ont bien conscience que de régler une chaudière correctement, ça a quand même une incidence sur la consommation de tout le monde. Et si tout le monde règle sa chaudière correctement, collectivement, on va moins consommer. Et puis, il y a aussi tous les biogaz qui arrivent, la méthanisation, tous ces nouveaux métiers qui sont en train d'arriver et d'émerger. Et le verdissement du gaz à l'horizon 2050, c'est demain, en fait. Donc, comment on donne envie de manière très concrète à un jeune de 17 ans de devenir technicien ou travailler dans ces métiers-là de l'énergie plutôt que d'exercer peut-être un métier plus médiatisé? Vous parliez justement du fait qu'il y a des gens qui travaillent pour vous et qui viennent dans les collèges et dans les lycées pour parler de leur métier, mais est-ce qu'il y a d'autres actions que vous menez justement auprès de ces jeunes? Oui, plus on est concret dans la description qu'on fait du métier, plus on va Alors, les visites de sites, ça nous aide beaucoup, quand on peut voir concrètement comment ça fonctionne. Et puis, souvent, les jeunes nous disent mais moi, je ne veux pas un métier où on fait tous les jours la même chose. Alors, madame, ça ne doit pas être drôle, votre métier, vous êtes devant un ordinateur toute la journée. Alors, pas que, mais voilà, je comprends ça aussi. On n'est pas tous faits pour un travail de bureau dans le secteur tertiaire. Donc, quand on leur dit que le métier de technicien, en fait, il est différent tous les jours. Il y a alors, pas des pannes tous les jours, mais en tous les cas, il faut faire quelque chose tous les jours de maintenance préventive, de maintenance curative, d'entretien. Enfin, ça change tous les jours. Et effectivement, on est en action, on est en mouvement. On travaille avec ses mains aussi. Et ça, c'est malheureusement pas assez valorisé aujourd'hui. Mais pour autant, c'est quand même quelque chose dont on a besoin. Et l'intelligence artificielle va peut-être aider, mais ça remplacera jamais une intelligence humaine qui va, bien sûr que ça va améliorer et sans doute le confort de travail d'un certain nombre de gens, et tant mieux. Mais bien sûr que le travail manuel, on ne pourra jamais complètement s'en passer. Et cette intelligence-là, bien sûr que ça va forcément être utile dans les années à venir. Vous rencontrez des parents aussi? Alors, ça nous arrive. Ça m'arrivait plus quand je dirigeais le CFA de coiffure et d'esthétique, parce que j'étais plus au contact des jeunes quotidiennement que je ne le suis là. Et moi, je trouve... Alors, normalement, les jeunes sont majeurs, donc quand ils sont majeurs, on n'a pas affaire aux parents, parce qu'ils ont... Mais je trouve quand même dommage que même si les jeunes sont majeurs,
j'ai jamais refusé à des parents d'échanger avec eux. Au contraire, c'est bien que des parents s'intéressent à la formation de leurs enfants. Et les parents ont aussi besoin d'être valorisés et rassurés. Parce que moi, j'ai vu des parents dire « Ma fille va être coiffeuse ou esthéticienne. Oh là là !» Mais c'est ça, j'allais vous dire, même là, ils peuvent être inquiets que leur enfant s'oriente vers une voie technique plutôt que vers des études longues. Et ben, c'est dommage. C'est dommage parce que, en fait, d'abord, quand on démarre technicien chez Engie, on peut évoluer. Il y a des formations internes, on peut, si on a envie, devenir manager, chef d'équipe, etc. Et ensuite, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sauts de gens. Donc, bien sûr qu'il faut valoriser ça et il n'y a pas de raison, en fait. Dans la mesure où les jeunes sont épanouis dans leur métier, qu'ils ont envie, que ce métier va leur permettre peut-être de voyager, de découvrir des tas de choses, d'avoir des collègues agréables. Mais pourquoi se dire non, en fait ? Pourquoi se dire non ? Donc, effectivement, les parents, ils ont souvent besoin d'être un peu rassurés et confortés dans le choix de leurs enfants. Ils sont parfois déroutés aussi. Mais on peut les comprendre. Si on ne veut pas être dérouté, il ne faut pas faire d'enfants. Et ben voilà, c'est un message clair. Alors, en parlant d'enfants, justement, et j'imagine que vous les recevez parfois en entretien. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que vous voyez chez ces jeunes lors de leur premier rendez-vous avec vous ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous étonnent dans cette génération, dans le milieu professionnel, quand ils arrivent ? Mais ils ne comprennent pas toujours bien ce que l'entreprise attend d'eux, en fait. Donc, ils se comportent parfois en entreprise comme ils se comporteraient chez eux. Donc, voilà. Parfois, ils ont aussi un cadre familial qui ne leur a pas apporté un certain nombre de choses qui va être utile en entreprise. Voilà, ce qu'on appelle les codes, effectivement. Donc, on est là pour le leur rappeler. Mais un jour, il y a un jeune qui m'a dit « Mais madame, j'arrive en retard le matin parce que mon corps me dit de ne pas me lever. » Je lui dis, bizarrement, le mien me dit la même chose, mais voyez-vous, je suis à l'heure. Donc, voilà, ils sont drôles, ils sont super drôles. J'adore, celle-ci, on me l'avait jamais faite, elle est trop bonne. Elle est sympa. Et en fait, effectivement... Je vais te dire ça au bureau la semaine prochaine, ils vont être contents. Ils sont très spontanés aussi. Effectivement, il va falloir comprendre que le mieux, c'est quand même d'arriver au boulot à l'heure. Voilà, c'est qu'il y a un tuteur qui nous attend. Et que si le tuteur attend avant qu'on parte en intervention, le client va attendre aussi. Et si le client attend, il ne va pas être content. Et puis, il va peut-être changer de fournisseur s'il n'est pas content vraiment. Donc, il faut comprendre les conséquences d'un retard qui nous paraît, à nous, jeunes, super anodin. Ce n'est pas grave, un quart d'heure, le tuteur a qu'à attendre, il prend son café. Non, en fait, tout ça. Et puis, si c'est répété, ça peut avoir des conséquences graves. Bien sûr. Donc, souvent, c'est classique chez les jeunes et chez les enfants. D'ailleurs, on pose des actes parce qu'on n'imagine pas la conséquence et l'adulte est là pour dire « mais attention, ça a une conséquence ». Alors, on peut le dire très, très gentiment, puis il y a des moments où on est obligé de s'agacer un peu plus parce que quand même, il faut que ça rentre un moment. Vraiment. C'est mieux. Alors justement, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des changements à effectuer dans les entretiens de recrutement pour mieux correspondre aux réalités des jeunes aujourd'hui? Alors, ça ne veut pas dire qu'effectivement, l'entreprise doit s'adapter et doit permettre n'importe quel horaire d'arriver de travail, etc. Mais est-ce que peut-être vous, ces dernières années, vous avez changé la méthode d'interviewer un jeune dans le cadre de ces entretiens Oui, forcément un petit peu quand même. Faut peut-être plus aller chercher la capacité ou la curiosité. Il faut l'aider dans l'entretien, je pense, à révéler en fait ce qu'il y a en lui, mais que pour différentes raisons, il va avoir tendance à cacher, à pas montrer. Voilà. Et puis, il faut aussi montrer notre capacité, mais c'est parfois dur, à lui dire, mais en fait, tu as raté un truc, c'est pas grave, on va te donner encore une chance. Alors, c'est pas facile de dire ça. C'est pas facile à vendre aux tuteurs ou au RH dans l'entreprise. On leur dit non, mais ce gars, il a un peu raté, mais en fait, on sait que ça peut bien marcher. On va essayer. Donc voilà, il faut aussi essayer d'aller chercher ça. Et il y a toujours quelque chose de possible. Bon, après, on réussit pas tout le temps, mais j'allais dire, dans le boulot, on recrute et parfois on se trompe. Bien sûr. Et voilà. Et il faut aussi comprendre que les jeunes ont droit de se tromper d'orientation, de vouloir changer, d'avoir commencé dans une voie, puis de découvrir que c'est pas du tout ça. Mais nous, ça nous est tous arrivé. À un moment, de croire que cette formation, ça allait être génial, ou ce cours-là, il allait être super, et puis finalement,
Non, je me rends compte que c'est pas trop mon truc. Ouais. Oui, ils ont le droit. On leur dit à 16 ans, qu'est-ce que tu veux faire demain? Qu'est-ce que tu veux faire? Choisis. Moi, j'en sais rien. Mon père, il fait ça, je vais faire ça. Oui. Donc, on est là aussi pour ouvrir un peu le champ des possibles et dire, il y a plein de trucs, en fait. Ça pose de vraies questions sur l'orientation, tout ça. Ouais. Très récemment, au moment où on enregistre ce podcast, effectivement, la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, fait une sortie dans la presse en disant ce serait intéressant ou du moins judicieux, que les jeunes puissent, les enfants puissent réfléchir à l'orientation dès le primaire, dès la maternelle. Est-ce qu'on leur met pas un peu trop de pression? Oui, alors c'est compliqué en primaire parce qu'effectivement, on a des références des adultes qui sont autour de nous. Donc, puis on a envie d'être maîtresse d'école ou pompier, je pense. Donc, pardon pour le stéréotype, mais c'est quand même un peu ça. Après, les adultes sont là pour accompagner, les enseignants notamment. Et c'est pas facile. Parce que, on leur demande beaucoup aussi. Oui, on leur demande beaucoup. Et que je me souviens d'un conseiller de mission locale, mais les enseignants ont le même rôle, qui m'a dit un jour, mais en fait, il faudrait qu'on ait dans la tête plus de 800 métiers pour orienter les jeunes. Parce qu'effectivement, il y a des possibilités partout, des tas de trucs qu'on ne connaît pas. Donc, l'adulte, qu'il soit conseiller de mission locale ou enseignant, comment peut-il avoir dans la tête 800 métiers? En fait, si nous, on nous dit, à notre âge, est-ce que tu peux me citer des métiers? On va arriver à combien? 30, 40, 50, j'en sais rien. Le jeune, il doit être à 10. Donc, effectivement, il y a un champ des possibles qui est immense. Et comment on arrive à ce que le profil de ce jeune, à se rendre compte que ça va aller bien vers tel ou tel métier, tel ou tel secteur d'activité, telle ou telle fonction, c'est quand même très compliqué. Donc, il y a un droit à l'erreur aussi et un droit à l'errance. Et puis, il faut aussi se dire que l'orientation, elle doit se faire vers les métiers dans lesquels il y a un travail derrière. Parce que c'est bien de dire « je veux être sociologue ». La société a besoin de sociologues, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais est-ce que la société a besoin d'autant de sociologues que le système éducatif universitaire en produit chaque année? Je ne suis pas certaine. Voilà. Donc, il faut aussi réfléchir en termes d'adéquation. Alors, on va me dire, ouais, t'es adéquationniste. Peut-être un peu, je ne sais pas. Mais entre l'adéquation, entre ce vers quoi on oriente les jeunes et les possibilités d'emploi derrière. La chance qu'on a aujourd'hui tous, collectivement, c'est que par rapport à ce qui se passait il y a plusieurs années, même j'allais dire à mon époque, il y a quand même bien plus de possibilités de passerelles. Ouais. Ce droit à l'erreur, il est plus facile. Tout à fait. On peut commencer dans une voie puis bifurquer dans une autre. Il y a 2-3 générations, on démarrait dans un truc puis c'était compliqué d'en changer. Donc il y a plein de possibilités. Le tout, c'est d'y voir plus clair maintenant. Alors tout ça, ça pose une question aussi. Donc on en a parlé bien sûr sur l'orientation qui est très liée à ce que recherchent les jeunes aujourd'hui, leur quête de sens. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'ils nous racontent, cette quête de sens, d'avoir un impact. De plus en plus de jeunes, d'ailleurs, quittent le salariat pour l'entrepreneuriat ou même ne se lancent pas dans le salariat dès le début de leur carrière professionnelle pour aller directement à la recherche de l'impact via l'entrepreneuriat. Sur ce sujet de quête de sens, comment un centre de formation comme le vôtre, par exemple, peut répondre à cette attente au-delà, j'allais dire, des métiers que vous proposez, bien sûr. Comment on peut aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que vous intervenez, donc vous me l'avez dit, dans les écoles, pour, au-delà de la présentation d'un métier, donner du sens à ce que vous faites, à ce qu'Engie fait, à ses engagements, qui, au-delà de la communication qu'on peut voir à droite et à gauche, prouve aux jeunes qu'effectivement, travailler pour une entreprise comme Engie, par exemple, et ben en fait, ça a du sens et ça a un impact. Alors, bien sûr, il y a des enjeux de transition énergétique, on en a parlé, et forcément, c'est quand même notre cœur de métier, et c'est vers ça qu'on tend, et c'est vraiment notre raison d'être. Donc, c'est intéressant pour les jeunes de se dire qu'ils vont contribuer quand même à quelque chose de super utile pour nous, pour la planète, pour l'avenir, forcément. Ouais. Et puis, il y a aussi, mais ça, c'est le cas de beaucoup de grandes entreprises, mais spécifiquement chez Engie aussi, la possibilité d'avoir des parcours de formation, des évolutions de carrière qui font sens aussi, parce que le jeune a besoin aussi de se dire, demain, qu'est-ce que je vais faire, en fait? On dit beaucoup, les jeunes, il reste que 18 mois, etc. Bon, vous le voyez, ça? Oui, un peu, ouais. Il y a un phénomène de lassitude, mais c'est le rôle aussi de l'entreprise d'être en capacité de proposer des évolutions de carrière et des parcours qui fassent sens, justement, et qui soient un petit peu cohérents. Bien sûr. Alors ça pose aussi
Encore une autre question, j'ai envie de dire, je pose tout le temps des questions, c'est mon métier aussi en tant que journaliste, mais c'est vrai que c'est un sujet intéressant et important. On parle aussi beaucoup d'intergénérationnel en entreprise. Moi-même, on me demande beaucoup d'intervenir en entreprise sur les nouvelles générations. Je sais pas, toutes les entreprises, elles veulent comprendre les nouvelles générations. Et quand je leur réponds, je dis, mais en fait, le sujet n'est pas les nouvelles générations, c'est l'intergénérationnel. C'est comment se parlent 2, 3, 4 générations. Quelles sont leurs différences aussi. Ce qu'on remarque, et nos invités régulièrement à ce micro nous en parlent aussi, c'est qu'il y a besoin de dialogue aujourd'hui. Et vous nous en parliez tout à l'heure à très juste titre, quand vous avez un élève qui vient vous voir et qui vous dit en fait mon réveil n'a pas sonné ce matin et puis en fait mon corps m'a dit non donc je suis pas venue. Pour quelqu'un d'une autre génération ou d'un autre milieu ou qui a une autre expérience, ça peut paraître complètement aberrant. Comment aujourd'hui, si vous y arrivez, vous mettez en place un vrai dialogue justement entre ces générations, au-delà de les faire travailler ensemble? Est-ce que, je sais pas, il y a des workshops, est-ce qu'il y a des conférences, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour toutes les générations pour qu'elles se comprennent? Alors, le fait de collaborer ensemble aussi, ça nous apporte beaucoup, tous. Chez Engie, il y a des gens de tous les âges, des plus jeunes, des moins jeunes, forcément. Et puis, alors, pour ramener ça au CFA, on a découvert quelque chose, c'est qu'on pouvait mettre dans des mêmes classes, sur des mêmes formations, des jeunes en formation, j'allais dire post-seconde ou troisième ou post-bac, avec des adultes en reconversion. Et ils préparent le même diplôme. Ouais. Et ça, c'est d'une richesse extraordinaire, parce qu'on a dans la même classe des Sympa. jeunes de 17 ans et des moins jeunes de 50 et quelques. Et en fait, moi, j'étais très partante pour faire ça, et tout en me disant, on prend un petit risque quand même, parce que voilà. Bien et sûr. En réalité, super. Parce que les plus âgés, ils savent aussi pourquoi ils sont là. Ouais. Ils ont un objectif. Ouais. Ils ne sont pas là par hasard. Ils ont envie d'apprendre un métier, de changer de voie. Et puis les plus jeunes, c'est un peu plus flou. Et la confrontation entre les deux, elle est super riche. Parce que, et alors les enseignants, ils adorent. Parce que la discipline est faite par les plus âgés, en réalité. Qui disent aux plus jeunes, mais calmez-vous un peu, les gars, on a besoin de bosser. Ouais. Donc voilà, en fait, la confrontation, elle se fait très très bien. Ce n'est pas une confrontation d'ailleurs, c'est une émulsion, un mélange. Ça fonctionne très très bien. C'est presque du mentorat, en fait. Oui, un peu. D'une manière ou d'une autre. Oui, un peu. Un peu parce que les plus âgés apportent aussi leur expérience, leur recul, du savoir-être qui est mieux intégré aussi, qui comprennent mieux les attentes en entreprise que les plus jeunes. Donc oui, effectivement, il y a une espèce de mentorat interne qui se crée dans les classes et vraiment les enseignants sont très contents de ça. Trop bien. Et voilà, non, c'est bien. Une petite émulsion, comme vous disiez. Si vous pouviez transformer une chose, Séverine, dans le système de formation aujourd'hui, de manière générale, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui ne marche pas ou qu'est-ce qui, selon vous, ne convient pas ou peut-être n'est plus adapté au XXIe siècle? Oh là là, il y a plein de choses. On peut faire une liste de courses, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais je dirais qu'il faut développer l'information de manière... Il y a une offre de formation qui est devenue, et notamment l'apprentissage, qui est devenue très pléthorique, très confuse et peu lisible pour les jeunes et pour leurs familles. Il y a presque trop, en fait. Et la réforme de 2018, elle a été extrêmement brutale pour les CFA, parce que le marché a été libéralisé, donc on a vu fleurir tout un tas d'organismes de formation. Et du coup, la lisibilité pour les jeunes et leurs familles devient un peu plus compliquée. Ouais. Donc, à quoi je vais me former? Mais pour quel métier? Le taux d'insertion professionnelle derrière, c'est quoi? Je dirais qu'il faudrait qu'on arrive collectivement à travailler sur l'orientation des jeunes, évidemment, et aussi sur la lisibilité de l'offre de formation. Comment on s'inscrit à un centre de formation, d'ailleurs? Ça passe sur Parcoursup? Alors, pour le post-bac, c'est sur Parcoursup, mais il n'y a pas d'obligation de passer par Parcoursup pour s'inscrire dans un CFA. D'accord. On peut faire le chemin Parcoursup et aussi aller voir le CFA et dire moi j'ai une entreprise ou au contraire je cherche une entreprise. Donc ça a le système de l'avantage de la souplesse, de la réactivité, etc. Mais il faut aussi bien valider le projet professionnel du jeune parce que je redis, tous les jeunes ne sont pas faits pour l'apprentissage. Ouais. Et faire un BTS en apprentissage, ce sont des contraintes un peu fortes, alors plein d'avantages, mais il y a des jeunes qui ne sont pas prêts à ça du tout. Et donc, ils peuvent... Alors, je crois beaucoup à la mixité des parcours, c'est-à-dire la possibilité de faire
une première année en formation initiale et après de faire sa deuxième année ou sa troisième année de bac pro en apprentissage ou de BTS, sa deuxième année de BTS en apprentissage. Et ça mériterait de se développer pour que les jeunes qui ne sont pas tout à fait prêts à démarrer en apprentissage puissent gagner en maturité et faire 1 an de contrat en fin de formation. Parce qu'après, effectivement, l'idée, c'est que ça débouche sur un CDI, sur un CDD, sur un contrat plus longue durée. C'est pour ça que vous les formez. À quoi il ressemble le CFA de demain ? Vous allez me dire, il ressemble à celui que nous avons aujourd'hui chez Engie. Ah non, parce qu'on a des projets, forcément. Il y a plein d'innovations pédagogiques dans les CFA. Ça, c'est l'avantage du CFA, c'est que comme on a une certaine liberté, entre guillemets, on peut travailler beaucoup sur de l'innovation pédagogique. Et il y a dans les CFA des formateurs qui sont de vrais experts en intelligence artificielle, en réalité virtuelle, et qui mettent en œuvre des modalités de formation qui sont très nouvelles et très intéressantes. Donc là, il y a plein de pistes à creuser et c'est pour ça qu'on a besoin d'être aidé par des financements aussi. C'est pour valoriser cette innovation pédagogique. C'est ce que j'allais vous demander. Comment, parce que derrière Engie, c'est un grand groupe, mais comment vous financez tout ça ? Alors le CFA Engie, il est financé comme tous les autres CFA, c'est-à-dire par des fonds publics qui sont versés par les OPCO, qui ont tendance un peu à se réduire. Voilà. Ça s'est passé. Et c'est bien dommage. Voilà. Mais et là encore, je le redis, la formation dans un CFA, elle coûte moins cher à la collectivité et au fonds public que la formation en collège, en lycée ou à l'université. Donc, avec plus d'efficacité, c'est ce que vous voulez dire. Il y a des taux d'insertion professionnelle qui sont plus élevés. Ouais. Est-ce que vous avez un rêve un peu fou pour l'apprentissage ? Alors, j'aimerais bien qu'on arrive à être encore plus ouvert. Non, mais j'ai un rêve un peu fou qui est accessible. C'est qu'on nous remette nos prépas apprentissage. Voilà, c'est mon rêve un peu fou. Ça, c'est votre truc. C'est pas très compliqué. Et en fait, on est tous les directeurs de CFA, on est consternés de la suppression de ce dispositif. Parce que vraiment, on a formé des jeunes. Enfin, on l'a fait chez Engie depuis 2022. On le fait encore cette année. Et je voudrais bien qu'on puisse trouver des moyens de continuer parce qu'on a des histoires mais magnifiques à raconter de jeunes. Enfin, nous, on a intégré chez Engie, par ce dispositif-là, des jeunes qui arrivaient du Soudan, d'Érythrée, du Mali. Et moi, il y a un directeur de site qui m'a dit, j'ai recruté 3 jeunes prépa apprentissage qui arrivaient de très, très loin à pied. Donc, c'est des jeunes qui ont un vécu. Voilà. Et il m'a dit, c'est mes plus beaux recrutements de l'année 2024. Donc ça aussi, c'est un beau cadeau parce que je les revois encore, ces jeunes-là, et qui se sont intégrés dans l'entreprise, qui étaient super volontaires pour travailler, malgré les difficultés, malgré ce qu'ils avaient vécu. Et ce directeur de site m'a dit, mais en fait, ça a fait un bien fou à l'équipe. Parce qu'il y a eu une fédération de l'équipe autour de ces jeunes-là pour leur accueil. Enfin voilà, on a des histoires à raconter avec ces jeunes-là et c'est trop dommage. Voilà, c'est mon rêve un peu fou. Bon, accessible malgré tout, oui, vous me dites. Oui. Donc, enfin, je sens bien que vous allez tout faire pour que ce soit une réalité bientôt. Avant qu'on passe à la deuxième partie de l'interview, est-ce qu'il y a un sujet que vous aimeriez voir davantage mis en avant, porté dans l'espace public, qui n'est peut-être pas assez médiatisé aujourd'hui, autour de l'orientation et de la formation ? Alors, je comprends que vous allez me reparler de ces prépas, mais est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un autre sujet où vous diriez ça c'est un peu bête, ou alors peut-être un point de vue ou un regard que le grand public porte sur les CFA, sur l'apprentissage, etc., et que vous aimeriez voir changer? Alors, ce qui est en train de changer, c'est quand même l'équation apprentissage-voie de garage. Ça, on est en train de le gagner. Alors, on va aller faire un petit effort en plus. Et moi, je dis aussi, changeons le regard sur les métiers manuels, les premiers niveaux de qualification, les métiers techniques. Changeons ce regard-là parce qu'en fait, d'abord, ça correspond à un besoin de la société et des entreprises aussi. Donc, et valorisons ça quand même plus. Voilà. Arrêtons de ne valoriser que le tertiaire, le supérieur. J'aime pas trop ce mot de supérieur qui laisse penser qu'il y a de l'inférieur. Non, en fait. Il y a, pas faux. Voilà. Il y a quand même des continuités de parcours qui sont possibles. Et soyons plus homogènes dans le regard qu'on porte sur les jeunes en formation. Ça, c'est très intéressant. C'est vrai que le supérieur, j'y ai jamais pensé, mais
Ça veut peut-être dire qu'avant, ça s'appelait inférieur, qu'autre chose s'appelait inférieur. Vous avez 4 heures. Bon, si vous aviez, dernière question avant de passer donc à la suite, si vous aviez un message à glisser à tous les jeunes qui nous écoutent, ce serait quoi? Bon, alors venez chez Engie déjà. Bien sûr, mais bien sûr. Venez chez Engie, mais plus largement, soyez curieux, intéressez-vous. En fait, découvrez des tas de trucs que vous ne connaissez pas. Essayez de... Moi, quand j'entends des jeunes me dire je veux être influenceur ou chauffeur Uber... Ils vous disent ça Ah bah oui. C'est pas vrai. Ou youtubeur, je ne sais pas ce qu'ils emploient comme terme. Il y a des jeunes qui vous disent ça en Oui, il y a entretien? des jeunes qui disent ça, ouais. Et ça, c'est dommage. Enfin, j'ai rien contre les influenceurs, on est bien d'accord. Mais soyez curieux. Il y a plein d'autres possibilités. Alors, c'est sûr que c'est souvent moins lucratif que le youtubeur qui a réussi. Mais on aimerait tous être youtubeur si on pouvait gagner de l'argent avec. Après, il y a beaucoup de youtubeurs qui réussissent pas. Faut pas l'oublier. Bah oui. Donc voilà. Ouais. Et voilà, si la société pouvait valoriser un peu moins tout ça et un peu plus ce qui est vraiment dans le dur et dans le manuel et dans le concret, moi je trouve que ce serait bien. Message entendu et message passé. Allez, on passe à la suite. Deuxième partie d'interview, donc questions plus courtes qui attendent des réponses plus courtes en un mot ou en quelques mots. Avec cette première question, peut-être votre plus grande fierté dans votre parcours, c'est quoi, Séverine? Alors, c'est les cadeaux des jeunes. Les cadeaux des jeunes, j'en ai plein. Si je commence, il y en a pour 3 jours. Vrai. Donc voilà, j'ai eu plein de cadeaux sous forme de physique. Non, de phrases, de ce qu'ils m'ont dit. Ce que j'appelle un cadeau, c'est Madame ne changeait rien. Madame, enfin voilà, il y a plein de trucs qui renvoient à mon parcours et voilà, des phrases qu'ils m'ont données. Et ça, c'est des super. C'est des cadeaux pour vous. C'est des super cadeaux. Diplôme ou expérience? Allez, les deux. Les deux. La qualité la plus importante pour réussir dans le domaine de la formation et de l'orientation en France? Il faut être multitâche et avoir pas mal d'énergie quand même. Je vous fais pas dire. Votre vision de l'éducation et de la formation dans 20 ans? Pessimiste, optimiste? Non, je suis résolument optimiste. Donc on y sera encore. On y sera encore. Un livre peut-être ou un film qui vous a inspiré dans votre parcours ou ces derniers temps? Alors, il y a un film que j'ai vu il y a très longtemps. Je ne sais pas si ça m'a inspiré, mais j'y repense souvent. C'est un film de Nabil Ayouch, un réalisateur marocain qui s'appelle Alizawa, sur les enfants des rues à Casablanca. J'ai adoré ce film. Et voilà, ça fait partie de mes must-have. Must-have. Une compétence que tout le monde devrait apprendre ou avoir? Bon, allez, ça va être un peu bateau, mais je dis quand même que la gentillesse en entreprise et dans le boulot, ça fait pas de mal. C'est sûr. Le plus grand défi des jeunes aujourd'hui, c'est quoi, Séverine? C'est de faire ce qu'on vient de faire, là. C'est de passer 3/4 d'heure sans notre téléphone. C'est vrai que c'est un exercice aujourd'hui. Et puis, dernière question, est-ce qu'il y a un prof qui a changé votre vie? Ouais, il y en a plusieurs quand même. C'est vrai. Ouais, il y en a plusieurs. J'ai eu en cours de philo Luc Ferry. Ah oui. Et franchement, j'ai adoré. Voilà. Mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Ouais. Si vous deviez passer le flambeau du micro de 20 sur 20 à 2 ou 3 personnes dans le secteur de l'éducation, de la formation, de l'orientation, vous pensez à qui? Alors, il y en a que vous avez déjà eu. Vous pensez à Christelle de Job IRL. Bien sûr. Voilà. Il y a beaucoup de gens. Allez voir du côté des écoles de la deuxième chance, parce que là, il y a vraiment des trucs super qui se font. C'est vrai qu'on n'a pas encore vraiment dans les invités. Voilà, du côté d'émissions locales aussi. Enfin, voilà. Alors, mais là, il y a beaucoup de choses qui se passent vraiment bien. Et ben voilà. C'est fini. Merci beaucoup, en tout cas, Séverine, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On a été ravis de vous recevoir. Vous revenez quand vous voulez. Mais avec plaisir. Bien sûr. Bravo pour ce que vous faites. Tout le meilleur pour la suite. Et puis, merci. On se retrouve très vite, évidemment, pour un nouvel épisode de 20 sur 20.